la notion d'espace et de temps sont en fait très différentes de ce que nous avons dans notre culture. Pour ce qui concerne le temps, alors que pour nous en Occident, le temps est linéaire, il se déroule à l'infini, il n'est pas associé à des qualités énergétiques particulières, dans la pensée chinoise, le temps est cyclique. Donc il y a des cycles de 60 ans, de 10 ans, de 12 ans. Chaque année apporte une qualité énergétique particulière et donc ils sont habitués non seulement à voir revenir certaines années, mais le temps est considéré comme une force, une présence, une personne avec laquelle ils ont l'habitude de compter, ce qui n'est pas le cas chez nous. Quant à l'espace, il faut toujours se rappeler, se resituer dans la géographie chinoise. Le territoire est énorme et il est important pour un individu d'arriver à se situer dans cet espace. Pour eux, le nord de la Chine, c'était traditionnellement l'endroit d'où venaient les invasions, donc c'était dangereux. Le sud, il y a les plaines au sud, l'ouverture vers la mer, le sud est porteur de prospérité. Et en Feng Shui, dans la manière dont l'espace est traité, le nord est considéré comme étant problématique, donc on va tourner le dos au nord et on va favoriser les énergies du sud. Pour un occidental, c'est pas forcément la même lecture que l'on va avoir. Ce que l'on doit poser, c'est que donc l'espace et le temps sont considérés comme des forces qui ne sont donc pas neutres. N'étant pas neutres, elles sont agissantes. L'idée, c'est de permettre à un individu d'optimiser ses propres forces, de minimiser sa dépense énergétique et traditionnellement, ces techniques, cette vision du monde étaient au service de la longévité et de l'efficacité maximale. Plus je peux agir au bon moment, au bon endroit, plus je serai efficace. Si l'on commence à voir un petit peu le monde comme l'individu va sembler être tout petit, alors que nous sommes issus d'une culture qui considère que, je pense à Descartes, je pense donc je suis, que l'individu est tout puissant. A priori, cette culture ou cette lecture du monde semble dire que l'individu n'est qu'une force parmi d'autres. Mais en fait, donc ça pose la grande question du déterminisme. Or, l'individu a le choix, la liberté, en s'appuyant sur son environnement, d'équilibrer sa destinée. Donc, d'une lecture a priori limitante par rapport à ce que l'individu peut faire, on passe à une lecture assez optimiste qui considère que la mise en mouvement de ses propres forces, en connaissant l'environnement spatial et temporel, va nous permettre d'exceller en durant bien plus longtemps. La pensée chinoise, la culture chinoise est tellement imprégnée de ce rapport à l'espace qui est assez fondamentalement différent du nôtre. Je pense à un exemple. Tout le monde a le souvenir d'avoir vu un aquarium dans un restaurant chinois. L'eau est souvent, la métaphore n'est pas tant l'eau, le H2O, que le mouvement porteur de prospérité. Donc l'idée d'avoir un aquarium dans un restaurant, c'est de booster la prospérité. Traditionnellement, dans la pensée ancienne, la prospérité n'était pas liée au fait de mettre un aquarium près d'une porte d'entrée, mais de construire le bâtiment de telle manière que la porte du lieu soit dans une zone porteuse d'une énergie de prospérité. Ensuite, l'aquarium ne servait que d'activateur de cette énergie. Au jour d'aujourd'hui, si vous interrogez certains restaurateurs, comme je peux le faire de la communauté chinoise, ils ne se souviennent plus forcément du pourquoi, du comment. Alors, donc, le paradoxe, c'est que ces savoirs qui étaient très développés dans la Chine ancienne ont été non reconnus à partir de 1949. Les praticiens ont dû s'exiler et ces savoirs ont souvent suivi la diaspora chinoise, en particulier du côté des États-Unis. Et donc, ces savoirs sont presque plus utilisés en Occident. Et parfois, le terme de Feng Shui peut même faire sourire un membre de la communauté chinoise, parce que pour eux, cela pourrait être de la superstition. Donc, il y a un paradoxe qui est tout à fait étonnant. Les mondes s'inversent.